Awa a pris contact avec la rédaction d'Info Migrants suite à un appel à témoignages lancé sur nos réseaux sociaux où on demandait aux gens quels livres ils avaient emportés avec eux sur la route de l'exil, s'ils en avaient pris un avec eux. Awa a répondu à cet appel à témoignages et on a gardé contact par la suite. C'est assez rare pour nous d'entrer en contact avec des femmes. Les femmes sont beaucoup moins accessibles en fait et on est plutôt en contact avec des hommes au sein d'Info Migrants. Et Awa avait aussi cette particularité de raconter facilement son histoire. Et c'est vrai que c'est souvent difficile pour les femmes de raconter leur histoire parce qu'elles sont souvent passées par des étapes traumatisantes. Et donc on s'est dit que c'était important de raconter ce qu'une femme sur la route de l'exil peut vivre comme épreuve. Awa a facilement raconté son histoire. Je pense qu'elle avait besoin de parler et besoin de raconter ce qu'elle avait vécu. Elle ne l'avait jamais fait autant dans les détails avant que le jour où elle nous a raconté les détails de son parcours. Ça va tarder à venir, mais je vais me relever. Ça, je suis sûre de quelque chose. Pour acquérir le bonheur, il faut souffrir. Et je sais une chose aussi, que mon enfant, il ne va jamais traverser cette souffrance. Jamais de sa vie, jamais. Tant que je vis, jamais. Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Nous ne faisons pas porter à l'Occident la responsabilité de ce qui se passe. Nous aussi, pays africains, nous avons une responsabilité. Il faut que nous créions des conditions de Ce phénomène de migration clandestine s'est accentué depuis 2015 et a connu un pic de départ en 2016 avec autour de 13 000 personnes se réclamant de la Dans un pays qui nationalité affiche moins de ivoirienne. 7% de croissance cette année, près de la moitié de la population est considérée comme pauvre et la Côte d'Ivoire est le second pays de la sous-région. Ma mère, en 2007, en donnant naissance à ma petite soeur Fatou, à ce moment j'avais 8 ans, elle a rendu l'âme. Je suis restée avec ma tante et mon père. Awa, 23 ans. J'étais en classe de CE2, mais juste quelques mois après, je suis restée avec ma tante parce que mon père, il n'a pas dirigé le décès de ma mère et lui aussi, il est parti. Après son décès, c'est là que toutes mes tragédies difficiles ont commencé parce qu'il n'y avait personne avec qui rester. Je suis restée avec la sœur de mon père qui était maintenant ma tutrice. Je suis restée chez elle, je partais à l'école jusqu'à ce que... tu vois, chez nous, dans notre village, on a des manifestations qu'on appelle Maouloud chaque année. Et lorsque ça arrive, ceux du village, ils viennent en ville pour avoir de l'argent, pour se retourner, pour faire la fête. Et c'est au cours de cette manifestation que mon oncle il est venu. Tout allait très bien normalement. Et à un moment, il a décidé de réunir la famille, que nous, pour les petits-enfants, on aille au village parce que les grands-parents ne nous connaissaient pas. C'est au cours de mon départ au village que j'ai eu à traverser l'excision à l'âge de 13 ans. Et juste après, ça ne s'est pas arrêté là-bas, en fait. Juste après l'excision, on est rentré. Je suis rentrée au pays et là, je n'ai pas fait direct chez ma tante. Ils m'ont montré quelqu'un, soi-disant, c'était mon chéri. Là, je n'ai pas compris, en fait. Pourquoi mon chéri? C'est là, mon oncle dit, comme tu es assez grande, tu vas arrêter les études. On m'a envoyé directement chez le jeune homme dont on dit mon mari. C'était dans une grande cour où il était avec sa mère, ses soeurs, ses 4 soeurs. J'habitais chez sa soeur, je dormais chez sa soeur jusqu'à ce qu'à 14 ans, j'ai mes menstrues. Bon, je me suis mariée à l'âge de 13 ans et c'est ma belle-mère qui était chargée de le reste de mon éducation. Mais ça n'allait pas du tout entre nous. Je lui ai demandé ce jour que j'ai eu mes menstrues. Elle m'a dit que c'était pas grave parce que chaque femme a ça, que je dois m'habituer à ça, que je suis devenue femme maintenant. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à dormir chez le jeune. On a eu des rapports et je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, là,
l'enfant il n'est pas resté. Elle a dit que j'avais avorté, pourtant c'était pas un avortement. Je suis réveillée un matin où j'ai vu le sang qui surgissait sur moi et elle m'a dit que c'était un avortement. Pourtant c'était une fausse couche au fait. Pourquoi elle me dit que j'ai fait un avortement? Pourtant je me suis réveillée avec le sang et elle a commencé à faire toute une histoire en train de m'insulter. En fait, tout ce qui est méchant, elle me disait ça, j'étais à la base de tous les malheurs qui arrivaient à la maison. Donc, je suis une sorcière, en train de me dire les méchantes mots. Et je suis restée dans ça pendant quelques mois. Donc, quand j'ai vu que ça ne s'arrange pas, ça s'empirait de jour en jour, j'ai décidé de quitter dans mon pays. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, en 2015. Pour venir vers le Niger, à chaque frontière, on devait payer 2000 francs jusqu'à ce que j'arrive au Niger. Et arrivé au Niger, c'est là que j'ai compris que l'aventure commence là en fait. Parce que nous, on est venu le dimanche et le départ sur la Libye, ça se passe chaque lundi. Donc, on devait attendre que lundi arrive pour partir, pour prendre le chemin du désert. Voilà. Il y avait 4 convois. Je suis arrivée à un moment donné, la voiture s'est enfoncée dans le désert. Et lorsque la voiture s'est enfoncée dans le désert, le chauffeur nous a dit que descendez pour pousser la voiture. Et là, femme comme garçon, enfant, vous descendez, vous poussez la voiture jusqu'à ce que ça arrive dans un coin où il n'y a pas trop de sable. Et on a fait cela jusqu'à ce qu'on arrive dans un coin au tomber de la nuit. On est resté là-bas au moins 4 à 5 jours. On a fait sur le désert et lorsqu'on a dormi dans le désert, là-bas, je ne sais pas comment était ce désert, mais c'est là où tu pouvais voir les objets des personnes qui ont traversé ce chemin. Là, il y avait des chaussures, des habits. Bon, je n'ai pas pris ça en considération. L'essentiel pour moi, c'est de quitter ce désert. Et le chauffeur, il nous disait que il ne faut pas qu'on va regarder ça. Lui, c'est un bon chauffeur. Effectivement, c'était un bon chauffeur parce qu'il maîtrisait le désert. Arrivé à Tripoli maintenant, je suis restée chez le coxeur et j'ai cherché du travail. C'est là que je travaillais chez une famille arabe, tout allait bien. Je suis restée, je dormais dans la cuisine et un enfant de rien, parce que c'est ce que je vais dire. Je suis plus âgée que lui, un enfant de rien a abusé de moi comme ça et j'ai eu à parler avec sa mère. Sa mère me dit que non, c'est moi, j'ai provoqué ça en fait. Et dès qu'elle m'a dit ça le lendemain, j'ai pris mes bagages, je suis partie de chez eux et je suis au travail encore chez un monsieur. Mais là, lui, il n'était pas marié, mais au début, je travaillais normalement, je lavais les tapis, vu que non, le travail c'était ça, on lavait les tapis, le ménage, je me lavais les tapis normalement. Et comme j'avais besoin d'argent, jusqu'à ce qu'il me demande en échange au fait, genre pour avoir une augmentation de salaire, il fallait que je passe à la casserole. Quand il quitte au travail, les soirs, je lui rendais service et il augmentait mon argent. Je lui rends service et il augmente mon argent jusqu'à ce que j'ai eu la somme qu'il fallait et je me suis retournée chez le coxeur. Et je lui ai dit que non, je peux partir maintenant. Il m'a dit oui. Et en allant au bord de l'eau, je suis partie trouver des personnes là-bas. Ils étaient assis, il y avait femmes, garçons, enfants comme d'habitude. Il y a ceux qui nous surveillaient, il y a un parmi eux qui nous a dit de donner tout ce qu'on avait. Moi, j'avais au moins 200 dinars sur moi parce que j'avais une culotte que je portais. À chaque fois, je mettais l'argent là-bas. On est resté là-bas jusqu'à ce que le jour du départ arrive. Le jour du départ arrive et que non, on s'en aille de la Libye. Le jour où on devait prendre le départ, on nous a mis en rang. On a marché jusqu'à des kilomètres pour pouvoir avoir accès à la mer. Et on nous a mis en rang et
quand on t'aide à rentrer dans l'eau et quand tu veux rentrer, on te gifle, on te dit bye Italia. Ils ont fait ça à chacun de nous. On a pris le bateau à 3h du matin. Il y avait un Guinéen dans notre bateau. Lui, il avait la vertige, en fait. Quand on le met debout, il glisse trop, il tombe. Si lui, il laisse là, tout ça va se noyer. Mais lui, il ne pouvait pas. Il n'a pas même survécu. Hein. Il est mort dans le bateau aussi. C'est son cadavre qui est arrivé en Italie. Il y a une sourate que, quand j'étais petite, on me disait ça à chaque fois. J'ai commencé à réciter la sourate et j'ai dit, j'espère seulement que mes parents vont me pardonner, j'espère que mes proches vont me pardonner. En tout cas, je les pardonne. Mais si c'est comme ça, je vais mourir. Qu'il en soit ainsi, j'ai commencé à pleurer. Là, sur le bateau, j'étais devenue vraie musulmane. J'ai commencé à prier, chacun priait, alléluia, là. Tout le monde priait à sa manière. Les Italiens nous ont récupérés à 11h parce que nous on a pris le bateau à 3h du matin et nous on a été récupérés par les Italiens à 11h et on a fait une nuit dans le bateau avant d'être déportés à Sicile parce que c'est là-bas que je suis descendue. Je suis rentrée en Sicile le 5 décembre 2015. Et lorsqu'on est arrivé, on n'a pas dormi là-bas. Il y avait des gens qui nous ont accueillis, des journalistes. Il y avait beaucoup de personnes là-bas. Ils ont pris notre photo. On nous a donné des chaussures, des draps, des nourritures. À nous poser des questions si on était venu avec des personnes. Et il y avait des femmes enceintes. Immédiatement, on les a envoyées à l'hôpital. Et nous, on a attendu jusqu'à ce que la nuit tombe pour qu'un cas nous récupère. Et nous amenons dans un grand centre qui est à Bologne, en Italie, qui est le centre qu'on appelle Mattei. Et le lendemain, il y a d'autres personnes qui sont venues nous récupérer pour nous envoyer maintenant dans un campo. Et c'est là-bas que je suis restée maintenant, pendant mon séjour en Italie. Et j'ai fait au moins 2 à 3 ans en Italie. J'ai appris les langues, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et en janvier, je quitte Bologne, je vais sur Milan. Et lorsque je suis partie sur Milan, je travaillais normalement comme badante. Badante que les Français ils appellent auxiliaire de vie. Je travaillais chez un vieux. Le monsieur, je le trouvais un peu raciste parce que à chaque fois il me disait schéma. Au début, je ne connaissais pas le fond. Mais c'est après que quelqu'un m'a dit que schéma, ça faisait dire singe. Et je suis là, je m'occupe de toi très bien. En retour, pour me remercier, même si tu me payes, oui, mais pour me remercier, tu n'as pas le droit de me dire schéma, au fait. Et lorsque je lui ai dit qu'il y a son nom schéma, comment que il se bat à tout, quoi. Et lui, il a trouvé que je l'ai insulté. Et quand sa fille est arrivée, il a dit à sa fille que je l'avais insulté, Koyone, alors que je ne l'ai jamais insulté, Koyone. Et j'ai arrêté le travail et là, quand j'ai arrêté le travail, je n'avais pas d'argent. J'ai demandé à un frère, au fait. Un frère, quand je dis un frère, c'est un frère où on parle la même langue, où il connaît la situation qui se trouve. Au fait, un frère, même si on n'est pas de même sang, on n'est pas de même famille, on vient de même village, je lui ai demandé une somme d'argent pour pouvoir payer juste 1 mois seulement de ma maison. Et il m'a dit, là, on est en Europe, au fait. Chien main chien. Chien main chien. Et c'est vrai. Il m'a dit pour que je puisse te donner l'argent. C'est pas comme si je n'en ai pas, mais tu vas devoir coucher avec moi. Je me suis déshabillée et il a fait ce qu'il avait à faire. Et quand il a fini, il m'a donné l'argent et il m'a donné un téléphone. Et jusqu'à présent, ce téléphone, il est avec moi en fait. Mais au fait, je ne pouvais pas imaginer que lui, il a vu en moi que je ne voulais pas. Mais comme j'étais dans le besoin, ça jusqu'à ma mort, je ne vais pas l'oublier, franchement. Je suis Bamba et il est Bamba, je l'appelais mon grand frère. Et ces jours-là, c'est là, tout est parti. J'ai commencé à me donner à n'importe qui.
je venais maintenant de réaliser que mon corps ne m'appartenait plus, mon corps ne m'appartenait plus. Je devais avoir des relations sexuelles avec des inconnus contre l'échange. Je suis rentrée en France le 25 septembre 2017. Je suis rentrée par la gare de Lyon en fait. Et de la gare de Lyon, j'étais dans un squat à Aubervilliers. D'abord quand je suis arrivée, vu qu'il n'y avait personne qui m'attendait, et j'étais dans le squat, je te lave pas, dans le squat. Vu que j'étais déjà en contact avec le père de Johan, parce que c'est sur internet, on s'était vu grâce à un cousin. J'ai un cousin qui est en Italie, lui m'a dit, j'ai un ami ici, il a un papier étudiant et lui il a un chez lui, il travaille normalement. Si tu veux, je vous présente ensemble, on peut rester ensemble. Et quand il est arrivé, la première fois, c'est là on a commencé à discuter. Il m'a dit, ok, y a pas de souci, si tu veux, je peux t'aider, tu peux déménager chez moi. Tu vois, ici quand tu es en couple, tout va bien, tu peux vivre heureux au fait. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci au fait. J'étais dans le besoin, il a dit, il n'y a pas de souci, j'ai accepté. Et je suis restée avec lui, Lui, il ne vit que pour le sexe, mais pour porter la main contre personne, c'est rare en fait. C'est rare. Et notre difficulté a commencé quand je suis enceinte de 4 mois. C'est à partir de là que notre difficulté a commencé réellement parce que il avait pris maison à Rosny-sur-Seine, un studio, j'habitais là-bas avec lui. Et ses amis étaient là avec leurs copines, ils sont venus regarder un film comme ça. Et quand j'ai pris la commande pour changer, il s'est levé brusquement comme ça, sur mon oreille. Étant enceinte, il a commencé à me frapper. Et devant ses amis, mais quand ça a chauffé, il dit à ses amis rentrer chez eux, on va régler entre nous. Et quand les gens sont arrivés, tellement que j'avais mon espoir sur lui, tellement que je l'aimais de tout mon cœur. Parce que c'est grâce à lui que j'ai quitté le squat au fait. Tellement que je l'aimais de tout mon cœur. Quand les jouissons sont arrivés, je coulais du sang. J'ai dit que non, j'étais tombée sur les escaliers. Mais en fait, le gars, il n'a pas pensé à tout ça. Il n'a pas pensé à tout ça là, en fait. Après la dispute, il m'a demandé pardon. Et c'est le jour où j'ai dit merde qu'on s'est séparés. À présent, Hawa vit avec son fils dans un hôtel de la région parisienne. Elle a passé son entretien auprès de l'OFPRA, qui est l'institution qui délivre les statuts de réfugiés, et elle attend la réponse à sa demande d'asile. Hawa a envie de reprendre les études, de vivre une vie meilleure pour son fils, et son grand rêve est d'avoir une maison au bord de la mer. La Méditerranée, disait-il alors, est devenue notre honte, le tombeau de la nécessité. Je rejoins celui qui parlait alors. Il faut que l'Europe s'ouvre, mais nous avons une taux de croissance de 9% par an depuis 5 ans. Nous avons créé près de 2 millions d'emplois. Voici la réponse à ce problème. 7,4% en 2018. Et pourtant, les jeunes des classes populaires ne cessent de rêver d'un Eldorado européen fantasmé qui s'oppose dans leur esprit à un avenir bouché, à l'absence de perspectives dans leur pays. Voix d'exil, un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Saralier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records.